Bonjour, nous sommes ici au plateau Mont-Royal. C'est ici que le fameux auteur Michel Tremblay a vécu son enfance. C'est de cet endroit qu'il s'est inspiré pour écrire sa pièce de théâtre Les Belles Sœurs, qui se déroule en plein cœur de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille a un grand impact dans la société québécoise, Plusieurs changements sont survenus lors de cette période. tels que la fin des années Duplessis, la séparation de l'Église et de l'État et le début du féminisme. C'est lors de cette période que l'on peut voir l'apparition d'une nouvelle identité québécoise. Alors que l'ancienne génération veut garder leurs valeurs traditionnalistes, la nouvelle génération veut du changement. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de quelques thèmes qui sont présents de la Révolution tranquille. Nous allons aborder plusieurs thèmes, dont l'éducation, la religion, le féminisme, l'identité québécoise et la culture. En premier lieu, analysons le thème du nationalisme. Tout d'abord, cette pièce prend place dans la cuisine de Germaine Lauzon en 1965, au beau milieu de la Révolution tranquille, qui est surtout caractérisée par la construction d'une nouvelle identité nationale québécoise. Dans cette pièce, on peut observer un groupe de femmes qui refusent cette nouvelle identité et donc préfèrent garder leurs valeurs traditionnelles dans cette société en mutation. Cela est symbolisé par la scène de l'Ode au bingo, qui pour eux représente une tradition. Par contre, elles adoptent quand même une partie de cette identité dans leur façon de parler en utilisant le joual. Par exemple, au lieu de dire moi, elles vont dire moi, au lieu de dire ici, elles vont dire ici. Toutes les femmes ont adopté une partie de la nouvelle identité sauf une, Lisette de Courval, qui pour elle, la religion est encore le plus important. Comme on peut le voir dans une scène où Des-Neiges Ferrette raconte une blague d'une religieuse qui s'était fait violer dans une ruelle, toutes les femmes rient, sauf Madame de Courval. Il y a aussi le fait qu'elle essaie de mieux parler que les autres, comme on peut le remarquer dans l'extrait suivant. Quand on a bien connu la vie transatlantique sous la brise étendue sur les mers atlantiques, et qu'on se retrouve ici, je voulais dire ici. Vers la fin de la pièce, les femmes partent de la maison de Germaine Lauzon en chantant le Haut-Canada, qui symbolise le refus du changement. Toutes les femmes chantent, par contre, les jeunes filles, celles qui veulent du changement, ils chantent pas. Un des autres principaux thèmes que l'on retrouve dans cette pièce, c'est la religion. Ce thème est un point déterminant de la Révolution tranquille car depuis des décennies, la religion contrôlait tous les aspects de la société québécoise. Que ce soit la politique, les modes de vie ou l'éducation, tout passait par l'Église. C'est lors de la Révolution tranquille que les pensées commençaient à changer, surtout c'est la jeune génération. Cependant, chez les femmes d'un certain âge, on peut voir que dans la pièce, les esprits sont encore sous une grande influence de l'Église. Commençons par le fait que les femmes sont toutes très fermées d'esprit à cause de ce que l'Église leur a enseigné. On n'a qu'à prendre l'exemple de Des-Neiges Verrette, qui critiquait les Italiennes d'à côté de chez elle, ou bien lorsque Lisette de Courval parle de pudeur qui est inexistante chez les Européens, selon elle. Elle affirme que c'est une vraie honte. On comprend bien qu'il n'y a pas d'ouverture d'esprit chez ces femmes-là. Cela est dû au fait que l'Église lavait le cerveau de la population en disant qu'il faut être pudique et que la sexualité c'est un sujet tabou, en disant que tout ce qui ne parlait pas des valeurs traditionnalistes comme la famille, le mariage, etc. était tabou ou mal vu. La religion catholique était primordiale dans la vie des gens à cette époque. Par exemple, à chaque jour, à 19h, le cardinal récitait une prière qu'on appelait le chapelet à la radio, puis tout le monde devait l'écouter. À 19h, toutes les femmes se sont précipitées pour aller chercher la radio parce qu'il fallait surtout pas qu'il manque le chapelet. En effet, leur plus grande peur, c'est mourir sans recevoir les derniers sacrements ou faire des péchés. Dans leur tête, à cause de l'Église, tout est un péché. Par ailleurs, on nous parle aussi du péché du plaisir. On peut prendre l'exemple d'Angéline Sauvé qui ne voulait que mettre un peu de joie dans sa vie en allant dans un club. Mais toutes les femmes ont réagi comme si elle avait commis un meurtre. Ils lui ont dit mettre le pied dans un club, c'est un péché mortel. D'autre part, on peut aussi voir le fait que Lise Paquette, qui envisageait de se faire avorter parce qu'elle était enceinte, tout ce qui était avortement et contraception allait contre toutes les pensées que l'Église disait à ses disciples.
Toutes les valeurs comme l'abstinence et le mariage que l'Église propageait devaient être respectées pour être un bon croyant ou une bonne croyante. Alors, il était très difficile pour une fille comme Lise Paquette de se faire aider parce que tout le monde la jugeait et lui disait qu'elle allait aller en enfer. Seule la nouvelle génération, comme par exemple Linda, pouvait comprendre parce que Linda, elle est dans la nouvelle génération, puis elle veut que ça change, puis elle veut plus une ouverture d'esprit, ce qui va nous apporter ça dans la Révolution tranquille. Ensuite, un autre thème qu'on trouve dans l'œuvre Les Belles-Sœurs est l'éducation. Avant les mesures prises durant la Révolution tranquille, l'école était plutôt pour les personnes qui ont plus d'argent que les autres. Ce n'était pas une nécessité, mais un luxe que l'on peut avoir. C'était aussi principalement les anglophones qui avaient le droit à l'éducation, puisqu'ils avaient plus de pouvoir. Dans l'œuvre que nous lisons, on peut voir que les dames critiquent l'éducation. Durant la réunion, Gabrielle Jodoin nous parle de son fils, Raymond, qui va au collège. Elle raconte comment il a beaucoup changé à cause des foleries qu'il apprend là-bas. Il parle latin à la table et il écoute de la musique classique. La mère de Raymond pense à le retirer de l'école. On peut constater que l'éducation n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui puisqu'elle tient à enlever son fils de là. Ensuite, Rose Ouimet nous parle de son mariage et comment son mari est toujours là, toujours après elle et toujours collé sur elle. La dame nous dit comment on ne lui avait pas appris des choses sur la sexualité, qu'il serait obligé d'endurer un homme comme ça toute sa vie. On peut observer que l'éducation n'était pas au point et qu'on ne leur apprenait pas les choses nécessaires. Le féminisme est également un thème qui est très présent dans cette pièce. Nous sommes témoins du point de vue que les jeunes femmes ont, comparé à celui que les femmes plus âgées ont, qui est très différent. Le féminisme, il marque sa présence surtout dans la nouvelle génération qui veut être plus libre et indépendante, comparé aux autres qui ont un point de vue plus conservateur. Et ces femmes sont très conservatrices, elles qui sont plus âgées, et elles jugent beaucoup le monde qui ne pense pas comme elles. Par exemple, lorsque Lisette de Courval nous parle de son voyage en Europe, elle s'exprime d'une manière très négative des Européens, car elle n'aime pas la manière qu'ils se comportent, puisque, selon elle, ils démontrent trop d'affection envers leurs bien-aimés dans la rue ou dans les endroits publics, ce qu'elle juge que ce n'est pas correct. Les femmes aussi considèrent que les jeunes ne sont pas capables d'éduquer leurs nouveaux enfants et elles critiquent beaucoup cette génération à cause de ça. Par exemple, Rose Ouimet critique beaucoup la femme à son fils, que selon elle, n'est pas capable de bien éduquer ses petits-enfants. Puisque ces femmes sont très conservatrices, elles ne considèrent pas qu'aller au club pour s'amuser, c'est une bonne chose à faire. Nous voyons qu'Angeline, elle va se faire juger par celle-ci et surtout par sa meilleure amie Réona, à cause qu'Angeline décide d'aller une fois par semaine au club pour s'amuser avec Pierrette. Alors que les femmes plus âgées critiquent Angeline, les jeunes trouvent que c'est amusant d'aller au club. Mais Réona se fâche avec Angeline et elle lui dit qu'elle ne va plus être son amie si elle continue d'aller au club. Donc on peut voir que juste aller s'amuser quelque part, c'est perçu d'une mauvaise manière dans cette société un peu conservatrice. On voit aussi que dans la nouvelle génération, il y a Lise qui est enceinte, mais elle préfère avorter car elle trouve que sa vie n'est pas commencée. Elle veut avoir une belle vie, elle veut faire de l'argent, elle veut être indépendante et libre, mais avoir ce bébé, ça veut dire qu'elle ne pourra plus faire ça, car pour l'instant, elle ne peut pas s'occuper de lui puisqu'elle n'a rien de ça, elle peut juste travailler dans un restaurant. Donc c'est là qu'elle décide de demander l'aide à Pierrette, qui elle est une femme qui peut comprendre ce qu'elle est en train d'endurer pour l'instant. Et oui, il y a aussi son amie Linda qui comprend ce qu'elle vit et qui veut aussi l'aider. Mais bien sûr, les autres femmes vont la critiquer à cause de ça, car ce n'est pas bien perçu dans cette société de vouloir avorter un bébé. Et aussi, vers la fin, on peut aussi voir que Pierrette, elle fait un monologue de sa vie, car puisqu'elle est partie pendant 10 ans dans un club pour travailler, maintenant qu'elle ne peut plus apporter des profits à Johnny, elle se rend compte que sa vie est misérable et elle aimerait recommencer sa vie à zéro et pouvoir avoir une meilleure vie et être une femme plus indépendante qui peut se soutenir elle-même. Dans la scène suivante, nous allons observer la vie des femmes à l'époque. Une maudite vie plate! Lundi! Dès que le soleil a commencé à caresser de ses rayons les petites fleurs dans les champs,
et que les petits oiseaux ont ouvert leur petit bec pour lancer vers le ciel leur petit cri. Je me lève, puis je prépare le déjeuner. Des toasts, du café, du bacon, des œufs. J'ai de la misère que diable à réveiller mon monde. Les enfants parcourent l'école, mon mari s'en va travailler. Pas le mien, il est chômeur, il reste couché. Là, je travaille comme une enragée. Jusqu'à midi, je lave les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières. Tout y passe. Pis frotte, pis tord, pis refrotte, pis rince. C'est écœurant. J'ai les mains rouges. J'étais écœurée. À midi, les enfants reviennent. Hey, ça mange comme des cochons. Ça brûle la maison à l'envers. Puis ça part. L'après-midi, j'ai temps. Ça, c'est mortel. J'haïs ça comme une bonne. Après, je prépare le souper. Le monde revient. Ils ont l'air bêtes. On chicane. Puis le soir, on regarde la télévision. Mardi. Dès que le soleil... Je me lève, je prépare le déjeuner. Toujours la même maudite affaire. Des toasts, du café, des œufs, du bacon. Je réveille le monde, je les mets dehors. Là, c'est le repassage. Je travaille. Midi arrive sans qu'on le voie venir. Puis les enfants sont maudits parce que j'ai rien préparé pour le dîner. Je fais des sandwichs au poivronné. Je travaille toute l'après-midi. Le souper arrive, on chicane. Puis le soir, on regarde la télévision. Mercredi, c'est le jour du magasinage. Je marche toute la journée. Je me donne un tour de rein à porter des paquets gros comme ça. Je reviens à la maison crevée. Il faut quand même que je fasse à manger. Quand le monde arrive, je la bête. Mon mari sac, les enfants braillent. Puis le soir, on regarde la télévision. Le jeudi et le vendredi, c'est la même chose. Je m'esquinte, je me désongle, je me tue sur ma règle de nono. Le samedi, j'ai les enfants dans les jambes, battus par le chien. Puis le soir, on regarde la télévision. Le dimanche, on sort en famille. On va souper chez la belle-mère en autobus. Il faut aider les enfants toute la journée. Endurer les faces plates du beau-père. Puis manger la nourriture de la belle-mère qui est donc bien meilleure que la mienne, au dire de tout le monde. Puis le soir, on regarde la télévision. Chaque une maudite fille plate, une maudite fille plate, une maudite fille plate, une maudite... La prochaine scène que nous allons vous présenter est celle d'Élise, une jeune fille qui est enceinte, mais qui ne sait pas quoi faire pour s'en sortir. Faut que je te parle, Linda. Oh ouais, je le sais, là. Tu me l'as déjà dit au resto, mais c'est pas vraiment le temps. Ouais, ça sera pas long, là. Faut absolument que je le dise à quelqu'un. Puis, t'es ma meilleure amie, Linda. Fait que je veux que tu sois la première à le savoir. Je peux plus cacher, j'ai trop de peine, puis... Linda, je vais avoir un petit... Quoi? Es-tu folle? T'es sûre? Ben oui, là, c'est le docteur qui me l'a dit. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais bien pas. Si tu savais comme je suis découragée, là, j'ai encore rien dit à mes parents, tu comprends? J'ai trop peur de me faire tuer par mon père. Quand le docteur m'a dit ça, c'est bien simple. J'aurais pu me sacrer en bas du balcon. Écoute, Lise, Vous avez entendu? ah ouais, là, t'es pas bien manchée, ma fille, mais je peux peut-être t'aider. Ben oui. Comment ça? Ben, je connais un docteur. Vous y pensez pas, ma tante? Hey, voyons, y'a pas de danger, là. Ce docteur-là, il en fait 2-3 par semaine. Faut dire que j'y avais déjà pensé, là, mais je connaissais pas personne. Puis j'avais trop peur d'essayer toute seule. Hey, ça, fais jamais ça. Ça, c'est dangereux. Mais avec mon docteur, là, si tu veux, je peux tout arranger ça, puis d'une semaine d'ici, tout sera arrangé. Lise, t'as pas envie d'accepter? Ça serait un vrai crime! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Y'a pas moyen de m'en sortir, là. Je suis quand même pas pour le laisser venir, cet enfant-là. Tu vois Manon Belair, ce qu'elle est devenue, elle. Elle aussi, c'était une fille mère. À cette heure, elle est prise avec un petit sur les bras, là, puis elle n'en lâche pas bon sang, hein? Dans cette prochaine scène, nous pouvons observer le point de vue des femmes de l'ancienne génération face à l'éducation. Hey, c'est toujours de même, les enfants. Ah, pour ça, c'est bien grave. Parle-moi-en pas. C'est plus vivable chez nous depuis qu'il a commencé son cours classique, là, mon petit Raymond. Il a changé, c'est bien effrayant.
On le reconnaît plus. Il lève quasiment le nez sur nous autres. V'là rendu qui nous parle latin à table. Il nous fait jouer de la musique. À part de ça, mes chers enfants, c'est pas écoutable. C'est classique à cœur de jour, puis quand on veut pas regarder l'heure du concert, il nous pique une crise. Puis ici, il y a une chose que je peux pas endurer, c'est bien la musique classique. Ah wesh, moi non plus. Ah, c'est pas écoutable, vous avez bien raison. Hey, bedding pincé de banane par là. Raymond nous dit que c'est parce qu'on comprend rien. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans. Parce qu'il apprend toutes sortes de foleries au collège, là. Il nous méprise. J'ai quasiment envie de le retirer de là. C'est pas mêlant. Que c'est donc ingrat, les affaires! Que c'est donc ingrat! Nous sommes ici face à un mural de l'artiste Raphaël Sotolicchio qui rend hommage à Michel Tremblay et ses célèbres œuvres. Puisque 2013 et 2014 marquaient le 45e anniversaire des Belles-Sœurs, on avait pensé que ça serait un bon moyen de conclure notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié notre analyse et que vous avez en appris davantage. Merci.